Alors bonjour à tous les trois et merci beaucoup de répondre à l'invitation du studio de l'IFTM. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet pour notre débat du jour, je vais vous présenter brièvement. Nadège Ruiz-Brousseau, vous êtes responsable de production Amérique du Nord pour les maisons du voyage. Et donc à ce titre une grande spécialiste des États-Unis. Patrice Karadec, vous êtes figure du tour operating en France, on ne vous présente plus. Et depuis le mois de juin dernier, président du CETO, syndicat des entreprises du tour operating, qui fédère la plupart des acteurs qui font le marché du tourisme en France. Et Geoffrey Duval, multicasquette dans la profession, et vous êtes consultant pour les médias, spécialiste aussi des États-Unis, et vous parlez aussi aujourd'hui au nom de Brand USA, l'Office de tourisme des États-Unis. Voilà pour les petites présentations. La question que pose le débat finalement est très simple. On a lu un peu ça depuis quelques mois. Il y a cette petite musique qui a l'air de dire que les Français bouderaient les États-Unis. On a quelques chiffres aussi qu'on utilise dans nos métiers pour se repérer, comme les baromètres Orchestra qui confirment cette baisse. Donc on parle avril, mai, juin, on a une baisse qui est supérieure à 30%. Voilà, donc on le sait, les États-Unis c'est une destination historique pour le marché français, qui est dans le cœur des Français, avec un pic de fréquentation en 2019 à 1,9 million de touristes. On se dirige plutôt vers 1,6, 1,7 million visiblement en 2025, donc c'est une baisse. Et ce que j'aimerais savoir, c'est si vous constatez, vous, dans vos métiers respectifs, cette baisse. On va commencer peut-être avec vous, Nadège. Aux maisons du voyage, ouais. vous... Oui, tout à fait. Ouais. Donc, les États-Unis, c'est un gros marché aux maisons du voyage. Et en effet, en 2025, on constate une baisse de l'ordre de 20% en départ sur l'individuel. Heureusement, les circuits en groupe, donc les CSE surtout, permettent d'augmenter un petit peu. On performé cette année du fait des réservations faites en 2024. Donc, avant le nouveau gouvernement. Mais c'est vrai que depuis surtout mars 2025, on voit un effondrement des réservations. Heureusement, on a fait des très belles ventes fin d'année 2024 et premier trimestre 2025 qui ont permis un petit peu de sauver l'année. Mais malgré tout, là, on constate une baisse. Est-ce que vous avez un début d'explication pourquoi? Parce que 20%, c'est quand même une baisse significative. Comment ça s'explique pour vous, pour vos clients? On pense qu'il y a quand même deux facteurs à prendre en compte. Donc oui, l'arrivée du gouvernement Trump en fin d'année et la hausse des prix aussi qu'on voit depuis depuis le Covid en fait. Pré-Covid finalement, les États-Unis étaient une destination plutôt abordable, accessible. Et après la pandémie, il y a une vraie hausse des prix du terrestre et de l'aérien qu'on fait vraiment grimper les chiffres. Et voilà, là, ça fait deux raisons, en fait, je pense, au niveau de la baisse des ventes sur cette destination. Patrice, il y a quelques jours, vous avez présenté le baromètre du CETO, le baromètre de la saison estivale. Et vos membres aussi accusent un recul de 12,4%. Sur la saison. Est-ce que vous pouvez déjà un petit peu aussi nous rappeler ce que pèsent historiquement en B2B les États-Unis sur le marché, et puis peut-être aussi nous donner des explications sur les raisons de cette baisse? Oui, vous avez raison, il faut être très vigilant sur les chiffres qu'on annonce. Les différents baromètres ont des difficultés à se consolider. Et voilà, pour remettre les choses en place, le CETO, on pèse au total 4,5 milliards de chiffre d'affaires à l'année. C'est 4 200 000 clients qu'on fait partir par l'intermédiaire du membre du CETO partout dans le monde. Les États-Unis n'ont jamais été extrêmement représentatifs au niveau des tours operating, puisque les très grandes années des États-Unis avec les tours opérateurs français, on allait jusqu'à 120 000 environ clients qui partaient avec les membres du CETO, c'est-à-dire même pas 10% du nombre de Français qui vont. Alors nous, on fait que du loisir, que du voyage organisé, qui soit accompagné ou à la carte. On parle pas de tourisme d'affaires et on parle pas de maïs non plus. Donc, on touchait qu'une petite partie de ce marché. Quoi qu'il en soit, on a constaté effectivement que même si l'activité groupe, et je rejoins Nadège, l'activité groupe avait été extrêmement dynamique, parce que c'est des réservations très anticipées, les groupes. Et donc, on avait pu constater que courant 2024, on avait bien rempli les portefeuilles 2025 au niveau de l'activité groupe. C'est-à-dire les ailes de saison, souvent les groupes, c'est-à-dire début de saison, le printemps et l'automne. Et donc ces groupes se sont maintenus, quel que soit, en plus achetés très longtemps à l'avance, les groupes se sont maintenus. Et c'est ce qui explique que nos chiffres sont uniquement en baisse de 12 à 12,5% sur la destination États-Unis, au niveau du CETO. Mais quand on regarde les prises de réservation depuis le mois de mars-avril dernier, effectivement, on a plutôt des scores qui sont plus proches des moins 20, moins 25% au niveau du CETO. Alors,
comment l'expliquer? Je ne vais pas répéter ce que dit Nadège, parce que je suis en total accord avec elle. Oui, il y a très clairement l'effet Trump. On l'en voit, on l'entend dans les agences de voyage, on le sent. La médiatisation a fait que il y a un certain rejet de la politique de Trump auprès du potentiel vacancier français. Mais je crois sincèrement, vous savez que le français avant tout, parce qu'il oublie vite tout ce genre de petits conflits ou problématiques entre deux États ou problématiques politiques. Par contre, il y a une chose qui est toujours dans l'esprit du consommateur français, c'est combien ça coûte, la sensibilité au prix. Et quand vous regardez les États-Unis, l'augmentation des prix des prestations terrestres sur place, aérienne aussi, même si l'aérien cette année a été obligé de faire des efforts parce que les avions se remplissaient sans doute moins bien que d'habitude. Donc il y a eu une baisse des prix de l'aérien cet été versus l'année dernière. Par contre, au niveau des prestations terrestres, mais c'est hallucinant. Les augmentations, on les compte, c'est des chiffres, des nombres à deux chiffres. En tout cas, c'est du plus 15, plus 20, plus 25% sur place. Je disais avec Nadège tout à l'heure, on est des professionnels du tourisme. Les États-Unis, ça comptait dans nos portefeuilles. Sincèrement, je me rappelle avoir vendu des circuits de 9 nuits sur place, tout compris à 1 500 €. Aujourd'hui, à 2 500, vous n'avez rien. Donc, tout ça fait que vous touchez plus le même public. Et cette destination, il a toujours été un peu désintermédié, plus désintermédié qu'intermédié. Honnêtement, la baisse, on la ressent quand même. Vous le citiez, c'est 20% à peu près de baisse si on constate par rapport au meilleur score proche des 2 millions il y a quelques années. Aujourd'hui, on serait peut-être plutôt vers 1,7 million. Bon, ça veut dire que les 20%, ils sont là aussi. Mais ça prouve que quand même, la destination reste attractive. Aller aux États-Unis en vacances ou pour faire du business, ça reste quelque chose d'important. Ça compte dans une vie. Donc voilà. Le dollar n'est pas très fort en ce moment. En tout cas, l'euro s'est bien maintenu par rapport au dollar. Donc voilà, il y a un moment, on pense que cette destination reviendra très très vite sur les rails, parce que honnêtement, globalement, elle le mérite. Alors justement, si on prend l'un des derniers chiffres disponibles qui nous vient de Brand USA, en août, plus de 188 000 Français ont visité les États-Unis. Donc c'est environ moins 15% par rapport à 2019. On n'a pas encore récupéré cette activité, 2019. Mais c'est seulement, entre guillemets, moins 1,6% par rapport à l'année dernière. Donc ça montre qu'au global, si on sort du segment pur B2B et intermédiaire, la destination ne s'effondre pas. Alors, je trouve que Nadège et Patrice ont très très bien résumé la situation. Malheureusement, il y a une baisse chez les professionnels. Maintenant, si on regarde sur les centrales hôtelières, les chiffres sont excellents. Effectivement, tu l'as très bien exprimé. Le mois d'août, par rapport à l'année dernière, on est à 20 000 pax de différence. C'est pas si mauvais. Moi, notre analyse chez Brand USA, c'est que ça ne sera pas une bonne année, mais ça ne sera pas une mauvaise année. On va être sur quelque chose d'assez linéaire sur 2024, voire, alors pas 2023, parce que 2023 a été une excellente année. Probablement avec des reports encore du Covid. Je parle sous ton contrôle, Nadège, et sous le tien aussi. Mais voilà, on devrait être assez similaire. Enfin, je veux pas la jouer Nostradamus, mais on devrait être sur du moins 2, moins 3% par rapport à l'année dernière. Et on a un baromètre, nous, chez Brand USA qui parle de tout seul, c'est les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes qui continuent à ouvrir des lignes. Je vois le Paris-Orlando que Air France a lancé marche très, très bien. Il est maintenu. Il y a quand même United Airlines qui a ouvert un Nice-Washington. Bon, fallait aller le chercher quand même, ce trajet. Et ils m'ont confirmé mardi dernier que le vol se portait très bien. Voilà, il y a même des projets d'ouverture de nouvelles lignes. Donc, je dirais pas qu'il y a un boycott économique, parce que le mot boycott est très fort, mais oui, il y a un problème économique. Ça, c'est certain qu'aujourd'hui, c'est cher d'aller aux États-Unis et de manger surtout aux États-Unis. En revanche, je serais un tout petit peu plus nuancé que ma consoeur et mon confrère sur le boycott politique, parce qu'effectivement, chez le Français, c'est le portefeuille qui prend toujours le dessus. Pour avoir fait énormément de salons grand public en début d'année, partout en France, à l'exception de Paris d'ailleurs, on n'a pas eu de retour par rapport à la situation géopolitique. En tout cas, dans le loisir, il y a un domaine du tourisme qui, pour le coup, là, oui, il y a un petit problème. Mais dans le loisir, on n'a pas ce problème. On a ce problème sur, ah ouais, on est une famille, on est 2 parents, 2 enfants.
Bah oui, ça sera minimum 100 $ le repas par personne et ça sera pas du grand repas. Mais donc voilà, aujourd'hui, les Français doivent réfléchir et refaire leur voyage pour partir aux États-Unis comme d'autres destinations dans le monde. C'est-à-dire que l'époque... Alors, en plus, les Français vivent beaucoup dans le passé. On reste encore dans les années 80, 90 où on pouvait manger pour 10 $, où on mangeait gratuitement à Las Vegas parce que si on jouait, on avait des billets. Les Français sont très vintage à ce niveau-là. Mais non, aujourd'hui, c'est fini, mais tout comme Paris, quoi. Paris, aujourd'hui, bien manger coûte une certaine somme. Alors, est-ce que vous... Et si je peux me permettre, Geoffrey, tu as tout à fait raison là-dessus, parce qu'on s'est dit à un moment, mais le Canada va profiter de cette situation. Vous savez, le Canada, il n'y a pas de boycott politique, mais les prix ont beaucoup augmenté aussi au Canada. Et au final, on voit bien que le Canada n'a quasiment pas profité d'une désaffection des États-Unis par le touriste français. Parce que le Canada, on affiche 3 ou 4% d'augmentation versus l'année dernière. Sincèrement, c'est même pas l'augmentation des prix qu'on affiche. Donc, donc voilà, je te rejoins, Geoffrey. Il y a vraiment l'effet sensibilité prix qui a froissé quand même le consommateur et freiné le consommateur surtout sur ces destinations États-Unis certes, mais Canada n'en a pas profité. C'est quand même un signe. Nadège, est-ce que vous observez peut-être un changement dans la typologie de clientèle? On sait que les États-Unis, c'est une destination très familiale historiquement. Comme vous dites, Geoffrey, maintenant avec le budget, ça devient peut-être compliqué. Est-ce que le profil de client type a changé chez vous ces dernières années? Oui, complètement. Oui. Avant, même avant Covid, on avait beaucoup de familles qui partaient dans l'Ouest américain, donc c'était des beaux dossiers de 4-5 personnes. Et aujourd'hui, oui, on n'a plus du tout ces demandes-là. C'est très compliqué. Donc c'est cette clientèle qu'il va falloir qu'on aille reconquérir pour l'année prochaine. Oui, et même le Canada, c'est pareil. Je n'observe pas vraiment de report. Malgré tout, la vie sur place est quand même plus accessible parce que le taux du dollar aussi canadien est plus intéressant. Ah oui, très intéressant. Voilà, bien plus intéressant. Mais c'est vrai que les Canadiens cette année ont beaucoup voyagé du fait dans leur pays parce il y a eu un réel boycott sur les États-Unis et ça fait augmenter les. Oui, on est sur du moins 42, moins 45. Okay. Donc oui, voilà, c'est vraiment ces familles qu'on a perdues et qui représentaient une grosse part du business. Ouais. Alors en fait, et j'en suis vraiment triste pour les véritables professionnels du tourisme qui apportent de la qualité, du service et du conseil, ces familles traitent en direct parce qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, tout est plus facile et on peut traiter en direct. Alors sans doute, ça dépend du type de produit, mais justement, les Français aiment beaucoup New York, aiment beaucoup l'Ouest, un petit peu la Floride aussi, c'est 3 grosses destinations américaines pour notre marché. Est-ce qu'il y a des endroits qui souffrent plus que d'autres de cette situation? Alors, l'ouest des États-Unis souffre, bien que j'ai reçu un communiqué de San Francisco avant-hier qui disait que les chiffres avaient été bons, mais l'ouest des États-Unis, parce que le billet d'avion est sur place, souffre un peu plus que d'autres pôles des États-Unis. Alors, c'est assez étrange. New York, qui est une des villes les plus chères au monde, ne souffre pas. J'étais moi-même à New York il y a 3 semaines. Je peux vous dire qu'il fallait faire attention quand vous parliez avec la langue de Molière dans les rues de New York, de pas dire de bêtises parce que c'était inondé de Français. Mais oui, il y a des parties. Étrangement, je dis étrangement, mais le sud des États-Unis tire bien son épingle du jeu. Je dis étrangement parce que ça a toujours été plus pour des repeaters qui avaient déjà fait le trio New York, l'Ouest et la Floride. Tout ce qui est Louisiane, le Kentucky, enfin Tennessee, voilà. Ils s'en sortent plutôt bien et ont quelque chose d'attractif pour la clientèle française. Et la Floride marche très bien. C'est un grand succès de l'année. C'est vraiment la Floride. Je vous dis, avec ce vol direct sur Orlando, Miami, qui est quand même desservi de manière extraordinaire au niveau de l'aérien. Alors certes, en vol direct au départ de Paris, mais la Floride. Et j'en parlais d'ailleurs avec l'Office du tourisme de Floride qui est présent sur le salon de l'IFTM, même en septembre-octobre, pendant la période des ouragans, soi-disant des ouragans, ils maintiennent un bon chiffre. En plus, pour le coup, on apporte une réponse tarifaire parce qu'on est pris un peu moins élevé à ces périodes-là. Côté Théo, quand on fait un peu ce constat, quelle réponse on peut apporter? J'imagine, Nadège, que vous avez commencé à travailler sur la prod de l'année prochaine. Oui. Comment on ajuste? Est-ce qu'on s'engage moins sur l'Ouest, par exemple? Est-ce qu'on va chercher du Tennessee, du Kentucky, des petites pépites qui font que
la clientèle sera obligée de revenir vers vous. Complètement. On va continuer à investir quand même sur les grosses destinations, comme disait Geoffrey, donc New York, la Floride, l'Ouest américain, en essayant peut-être de proposer des choses innovantes, des programmes, pour toucher aussi une cible différente. Peut-être que le côté plus culturel de la Floride, qu'on voit un petit peu moins. Donc on tente de capter une autre clientèle à ce niveau-là. On va aussi l'année prochaine, il y a quand même 3 gros événements aux États-Unis, dont 2 anniversaires, donc le 250 ans de la déclaration de l'indépendance et les 100 ans de la route 66. Donc ça fait quand même 2 beaux anniversaires à célébrer et donc à créer des itinéraires pour inspirer les clients sur ces événements. Et il y a également, comme vous le disiez, des régions comme le sud des États-Unis, comme Hawaï, le nord-ouest aussi des États-Unis, l'État de l'Oregon, l'État de Washington, qui est vraiment des pépites. Je me permets, l'Alaska, bizarrement, se maintient, grâce aux croisiéristes, se maintient très bien. Tout à fait. Donc, ce sont des destinations quand même qu'on peut dire de niche, mais c'est là où, en tant que Théo spécialiste, on a une expertise et on va essayer de capitaliser là-dessus pour aussi peut-être attirer une clientèle qui aurait tendance à peut-être nous désintermédier. Sur New York, c'est assez facile, un vol, un hôtel, un city pass, on peut le faire sans Théo. Mais sur des destinations plus complexes comme Hawaï, je pense que c'est là, en tant que Théo, on a vraiment notre valeur ajoutée. Il faut continuer à communiquer sur qui sont des très belles destinations en plus. J'imagine qu'en plus vous adressez pour Hawaï, pour le Kentucky, peut-être à une clientèle qui connaît déjà les États-Unis, qui a déjà fait les grands classiques et du coup qui va être une demande plus pointue, quoi. Oui, tout à fait. De toute façon, je rejoins Patrice. Les États-Unis feront toujours rêver et je suis persuadée que ça va repartir. Et oui, c'est à nous d'inspirer et de continuer à innover. C'est aussi dans ces situations qu'on est créatif. Donc, je me permets d'intervenir justement, de rebondir sur ce que dit Nadège. L'immense avantage en fait du voyageur français sur les États-Unis, c'est que c'est un repeater. On a fait des statistiques et en fait, un Français va en moyenne 5 fois dans sa vie aux États-Unis, ce qui minimum pour un long courrier, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et effectivement, c'est là où les professionnels du tourisme ont une très belle carte à jouer. C'est une fois qu'ils ont fait le fameux trio que je vous disais précédemment, New York, l'Ouest et la Floride. Ils veulent découvrir cette Amérique des Américains qui a une telle diversité en matière de culture, en matière d'histoire et de nature. Et c'est là où les rocheuses, les rocheuses américaines c'est exceptionnel. Chicago reste encore, ça commence énormément, mais il y a cet art architectural qui est incroyable. Le Sud que je venais de vous présenter, la Nouvelle-Angleterre. Alors, je sais que nos amis québécois communiquent énormément sur les couleurs de l'été indien, mais nous aussi, nous avons de très très belles couleurs. Puerto Rico, qui fait quand même partie des États-Unis. Enfin, il y a une telle diversité. De toute façon, c'est très simple. Vous pouvez faire plus de 100 voyages totalement différents aux États-Unis. Donc, il y a de quoi faire. Oui, donc si on est fan, on peut revenir toute une vie. Toute une vie, exactement, oui. Patrice, pour la filière... je pense que les tours opérateurs ont une carte à jouer sur l'arrière-saison et l'avant-saison. J'ai un petit peu peur que la haute saison 2026 va être très compliquée parce que il y a la Coupe du Monde de foot. Sincèrement, ça n'a jamais attiré le touriste que nous pratiquons nous. C'est évident. Et ça va pas non plus favoriser la stabilité des prix. Alors, je réclame même pas la baisse des prix qu'on réclame, elle va pas arriver en haute saison l'année prochaine. À nous d'être, je pense que les tour opérateurs le sont, on sait s'adapter très très vite, on l'a montré dès cet été et on sait le faire. Il faut s'adapter en proposant effectivement des voyages en dehors des sentiers battus et surtout en dehors des très hautes saisons. Et franchement, de mars, moi je me rappelle avoir fait les grands parcs nationaux aux États-Unis au mois de mars, sous la neige, mais c'était une merveille absolue. J'en ai encore des souvenirs émus et je pense que on peut de mars jusqu'à juin et ensuite à partir de septembre-octobre les couleurs, tu as raison Geoffrey, il faut je pense promouvoir ces saisons qui sont un peu moins courues par le très très grand public et particulièrement ceux qui vont aller aux États-Unis l'été prochain pour voir les matchs de foot de cette Coupe du Monde 2026. Sincèrement, je crains que on va pas vers une très grande année 2026 sur les États-Unis. Je le pense pas pour nous. Mais soyons patients, soyons inventifs. C'est maintenant qu'on va semer le futur de notre belle relation avec cette destination. Faut peut-être faire un effort sur les prix aussi. Je pense aux spécialistes. Je sais pas. Est-ce qu'il faut s'asseoir sur un peu de marge pour un peu stimuler cette demande et
et proposer des prix qui peuvent peut-être concurrencer ce qu'on trouve. Ouais, c'est toujours un peu compliqué, mais après, on voit par contre sur 2025 que nos clients ont réservé longtemps à l'avance, beaucoup plus que les délais de réservation. En tout cas, c'était plus important qu'en 2024. Donc, on voit quand même que dans la conscience de nos clients, enfin, et des Français, que ça reste une destination chère et en s'y prenant en avance, on va avoir des meilleurs prix. Et en effet, comme le dit Patrice, en réservant plutôt sur de l'arrière-saison, les prix sont plus attractifs. Donc, c'est surtout là-dessus qu'il va falloir qu'on joue. Et quelle va être la réponse institutionnelle de Brand USA? Alors, on sait que les Américains aiment pas toujours s'attarder sur les mauvaises nouvelles et ils préfèrent regarder la suite. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est mis en place? Est-ce qu'il y aura des campagnes? Est-ce que vous allez aussi accompagner cette reprise? Nadège l'a très bien expliqué tout à l'heure. Il va y avoir une grande campagne sur quand même les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Cette fameuse route 66. Donc là, il va y avoir tout un plan de communication. Et puis de toute façon, Brand USA sera aux côtés justement des professionnels dans leur propre campagne pour les soutenir à ce niveau-là. Et puis campagne de communication. Comment y aller à ce niveau-là. Donc, si on résume un peu tout ce qu'on vient de dire, il n'y a pas de désaffection profonde du marché. Par contre, il y a un petit trou d'air. Et surtout, on a peut-être une évolution dans la façon d'acheter les États-Unis et de se rendre aux États-Unis, qui pour l'instant profite pas forcément à notre secteur B2B, en tout cas. On est un peu tous d'accord sur ce point-là, je pense. Oui, tout à fait. Non, mais je le redis, hein. Il y a un trou d'air. Mais les États-Unis resteront une destination privilégiée du marché français. C'est une certitude. À nous d'aller la retrouver, la capter, réinventer cette destination et on saura le faire. C'est une destination qui est irremplaçable en fait. Justement, vous parliez tout à l'heure du Canada. On a imaginé des reports avec les grands parcs, etc. Et même si on adore le Canada et que c'est un pays magnifique, on retrouve pas tout à fait ce qu'on peut trouver aux États-Unis finalement. Oui. Bien à moi de critiquer le Canada, qui est vraiment un pays que j'affectionne particulièrement. Mais oui, les États-Unis sont uniques en leur genre. Et pour faire une petite aparté très légère politique, je peux vous assurer que qu'importe le locataire du bureau ovale, Broadway reste Broadway et le Grand Canyon n'a pas déménagé que je sache. Hein, donc, oui, ce sont finalement des États qui sont pas forcément siglés Trump. À la différence de la Floride d'ailleurs. Oui, mais voilà. Donc comme quoi le français, oui, tout à fait. Moi, je pense que la réponse se trouve c'est l'inflation. Oui, le rêve américain reste. Il est toujours là. Qu'on le veuille ou non, pour certaines personnes, ça reste un pays où on est en liberté, où toute communauté peut aller. Enfin, vous parliez justement de la Floride. Toute communauté religieuse ou d'orientation sexuelle peut se rendre librement en Floride, alors que c'est un État ultra républicain. Il y aura, je peux vous assurer que la Gay Pride de Miami, c'est quelque chose, hein, et celle d'Orlando aussi. Donc voilà, on est libre quand même. Il y a pas. Je trouve ça un petit peu triste que l'aveuglement de la haine que l'on porte au président des États-Unis fasse un aveuglement total sur la destination, parce que il y a les États-Unis et il y a les Américains, et vu la quantité d'Américains qu'il y a, on ne peut pas résumer à une seule personne. Voilà. Je pense que c'est une bonne façon de conclure notre débat. En fait, il faut aller aux États-Unis pour se rendre compte par soi-même de l'accueil qu'on recevra. Ouais, on y est très bien accueillis là pour y être allé récemment, et c'est vrai qu'ils sont vraiment encore, j'ai l'impression, encore plus accueillants là depuis qu'il y a une petite baisse des visiteurs internationaux, et donc c'est très agréable, et voilà, on engrange toujours pas mal de discussions. Et je tiens aussi à souligner, parce qu'on voit beaucoup aussi sur les réseaux, que c'est très difficile parce qu'il y a une crainte au niveau des Français de se faire refouler aux frontières, et c'est pas du tout le cas. Je crois que je suis jamais passée aussi rapidement l'immigration américaine que cette année. De toute façon, oui, la douane américaine, elle a toujours été, que le gouvernement soit démocrate ou républicain. Mais moi, je dirais, pour donner une petite note musicale, que les relations entre la France et les États-Unis a toujours été complexes, mais vraiment comme dans un couple. Voilà, il y a des scènes de ménage, on casse de la vaisselle, mais contrairement au Rita Mitsuko, c'est une histoire d'amour qui se finit toujours bien. Super, merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à tous les trois. Je vous souhaite un bon salon.